Hello hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Logic Invest. On va parler aujourd'hui de Partner Group Holding, une société suisse de gestion d'actifs. On va aller voir qu'elle m'intéresse pour la partie dividende de mon portefeuille. On voit qu'on a un beau rendement de 4,61%. On va faire une analyse deep dive, on va regarder en détail si la société a des critères pour rentrer dans cette partie dividende du portefeuille. Mais avant toute chose, je précise que ce n'est pas un conseil en investissement, que chaque personne doit faire ses propres recherches avant d'investir et que investir, oui, comporte des risques de perte en capital. Maintenant qu'on a dit ça, on est type 1 les petits potes. Donc moi, quand je regarde une société pour qu'elle rentre dans mon portefeuille, je fais deux choses. Je regarde le volet quantitatif et je fais une analyse approfondie. Je veux savoir, je veux comprendre le business pour essayer de comprendre s'il y a de la croissance à aller chercher dans son chiffre d'affaires ou pas, pour calculer un prix juste. Et ce que je veux dans mes boîtes à dividendes, c'est qu'on ait des revenus en augmentation. On voit qu'ils sont en augmentation de 14% en CAGR depuis 2015. Pareil pour les bénéfices, 12%. Les free cash flow, même si on voit qu'il y a une certaine cyclicité, en augmentation de 12%. Donc, hop, on va regarder aussi, vu que c'est un gestionnaire d'actifs, est-ce que son total de pognon qu'elle gère est en augmentation? Oui, on était à 43 milliards de francs suisses en 2013, on est passé à 150 milliards en 2024. Donc on a énormément d'argent sous gestion en plus. Et on va regarder justement, moi ce qui m'intéresse aussi pour les boîtes à dividendes, c'est les marges. Et on voit qu'on a d'excellentes marges, même si elles sont légèrement en baisse depuis... depuis les plus hauts de 2017, les marges nettes à plus de 53%. Là, franchement, j'ai regardé un petit peu ses concurrents. Ses concurrents ne sont pas du tout, ne sont pas du tout sur les mêmes marges, hein. On voit qu'on a un ROIC aussi de 24%, donc c'est franchement une très très belle boîte. On voit qu'on a un petit peu d'SBC. Donc ça, j'aime pas trop. C'est quoi? C'est que la société donne des actions à ses employés. Elle rémunère ses employés avec ses actions. En contrepartie, elle rachète ses actions pour pas flouer l'actionnaire. Et du coup, en fait, c'est une perte de cash gratuit, quoi. En fait, elle brûle du cash pour pas flouer l'actionnaire. Ça, on n'aime pas trop. Mais on n'est pas sur des gros montants. On voit qu'on a une dette qui augmente. Donc on ira voir si la dette de Partners Group est inquiétante. Parce que dans une boîte à dividendes, la dette peut être très pénalisante. Notamment, on le voit ici, on voit qu'on n'a que 800 millions, entre guillemets, de francs suisses pour ses free cash flow. Et vous allez me dire, mais attendez, elle paye un dividende, son dividende lui coûte 1 milliard. Donc en fait, on aurait une société qui emprunterait de l'argent pour payer son dividende. Là, il y aurait un premier red flag. Mais vous allez voir qu'en fait, non, sur cette société et cette société-là, il n'y a pas de red flag là-dessus. Mais sur certaines sociétés, ça serait très compliqué et ça ne m'intéresserait pas. On voit que le dividende est en augmentation de 17%. Non, de 17%. Il est en augmentation sur 17 ans. On voit qu'on a un gros payout ratio. Bah oui, il y a tous ces free cash flow qui passent en dividende, mais c'est une, c'est une stratégie. C'est la stratégie de la boîte, tout simplement. Et on voit qu'on a une très belle augmentation du dividende depuis 2016 de 18% par an en moyenne, même si récemment le dividende a beaucoup moins augmenté, 12%, et sur un an 6%. Mais on voit qu'on a un très beau dividende quand même, hein. On va pas se plaindre du tout. Et on ira voir un petit peu plus tard cette dette, si elle est préoccupante ou non. Et on voit qu'en termes de rentabilité, il n'y a pas du tout de problème. Le WACC est largement couvert par le ROIC. On voit qu'en termes de free cash flow, bon, c'est pas non plus la panacée, mais on est sur une boîte à dividendes, une boîte à revenus récurrents. On voit qu'en termes de payout ratio, il y a du rouge. Donc à voir, attention. On ira voir si ce payout ratio est tenable ou pas dans le temps. Et nous, maintenant qu'on a regardé le volet quantitatif, que le dividende, on voit qu'il est en augmentation, et vous allez voir qu'en fait, on va s'apercevoir que le payout ratio n'est pas du tout intenable pour la société. Le quantitatif m'intéresse, les fondamentaux m'intéressent. On va s'attaquer au cœur de l'analyse. Pour ce faire, moi je le fais par GDoc. Toutes mes analyses d'actions sont totalement gratuites. Je ne vends pas de formation, je ne vends rien sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver, cette petite analyse. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien vers le GDoc et toutes les analyses et tous les GDocs sont tout simplement gratos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. Et pourquoi je fais ça? C'est tout simplement, j'analyse toujours les actions que j'achète parce que sinon je je peux pas comprendre le business. Si je comprends pas le business, je peux pas trouver le prix juste. Et si je trouve pas le prix juste, je ne peux pas avoir de rendement. Je ne sais pas si la société va monter ou baisser. Je
ne sais pas si la société est surévaluée ou sous-évaluée. Et justement, là, avec ces analyses, je peux enfin comprendre. Et je n'investis pas dans des sociétés dans lesquelles je ne comprends pas le business. C'est déjà la règle de base. Donc son activité principale, c'est un gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans les marchés privés. Donc on a du private equity, de l'infrastructure, de la dette qui achète et développe des entreprises non cotées pour les revendre plus cher. La différence, avec ces petits concurrents, c'est que c'est le leader mondial de la démocratisation du private equity, captant l'épargne des particuliers fortunés via les banques privées, là où ses concurrents visent surtout les fonds de pension. Et le modèle, c'est quoi? C'est une machine à cash hybride qui combine des frais de gestion récurrents pour la stabilité. Donc ça, très très intéressant pour le dividende. Et des commissions de performance explosives lors des reventes. On y reviendra. Donc je veux voir un petit peu les différents segments où vous avez la commission de gestion. C'est la part récurrent et stable du chiffre d'affaires, environ 70 à 80% des revenus totaux. Donc là, on est très content d'avoir 70 à 80% des revenus stables et en croissance sont perçus en pourcentage des actifs sous gestion. Tant que le capital géré augmente, ces revenus augmentent mécaniquement. Donc on a vu qu'on avait 150 milliards d'actifs sous gestion et c'était en augmentation depuis 2014, ça a fait x3. Donc ça, on va être hyper attentif à ça quand on regardera comment dire, quand on regardera les résultats. Commission de performance, donc là c'est la part variable et la plus volatile, environ 20 à 30%. La société touche des primes lorsqu'elle revend des investissements avec une plus-value supérieure à un certain seuil. Ce segment dépend donc du succès des sorties, vente d'entreprises IPO et des conditions de marché. On reviendra justement sur ces deux segments. On a, donc justement, dans le segment opérationnel, on a du private equity, on l'a dit, de la dette privée, de l'infrastructure privée et de l'immobilier, pardon. Et on a aussi un segment plus petit dédié aux royalties, a également commencé à être déployé récemment. Donc à voir justement si ce segment sur 2026-2027 grossit ou pas. Donc là, on a la liste des revenus de Partner Group sur 2024. On a des commissions de gestion de 76% et des commissions variables, on l'avait vu, de 24%. Donc les actifs sous gestion base de revenus récurrents, on a 51% de private equity. On a de la dette privée à 20%, l'infrastructure à 18% et de l'immobilier à 10%. Et la commission de performance, donc un peu plus cyclique, on a du private equity à 66%, de l'infrastructure à 23%, de la dette privée à 10% et de l'immobilier à 1%. Et on a le point clé à retenir de ce graphique, c'est que 76% du chiffre d'affaires est récurrent et basé sur les actifs sous gestion. C'est la partie stable du business. Nous, c'est ce qu'on veut pour une boîte à dividendes, une partie stable et en croissance. Donc ça, c'est très très bien. Le moteur de croissance, c'est le private equity. Le segment private equity est le véritable moteur de la rentabilité exceptionnelle. Il représente 66% des commissions de performance, bien plus que la part dans les actifs, 51%. Et c'est ce segment qui fait exploser les résultats lors de bonnes années. Et on a une bonne diversification, hein, bien que le private equity domine. La dette privée et l'infrastructure apportent une stabilité importante aux actifs sous gestion, près de 40% combinés. Et c'est exactement ce qu'on veut dans une boîte à dividendes, dans une boîte où on va chercher des revenus stables pour un dividende en croissance. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant qu'on a compris un petit peu les segments, je veux regarder qui sont les clients. On a des fonds de pension, on a les fonds souverains, on a des assureurs, on a les banques privées et gestionnaires de patrimoine, les family office. Donc les family office, c'est par exemple la famille Bettencourt ou Arnaud, bien que ces noms restent souvent discrets. Et on a aussi des fonds de dotation. Alors ça, je ne savais pas, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des analyses d'actions, c'est qu'on apprend toujours des trucs. C'est que très fréquent aux USA, ce sont les fonds gérés par les grandes universités pour financer leurs bourses et recherches. Ils sont historiquement très friands de private equity, notamment à Harvard, etc. Alors ça, je ne savais pas du tout. Donc on a maintenant notre répartition des revenus par type de client. On a 38% des clients privés et des banques. Donc des clients fortunés plus les banques, 38% des clients. Des fonds de pension retraite privée, 24%. Fonds souverains, 15%. Fonds de pension public, 14%. Donc si on additionne les deux fonds de pension, on arrive sur du 38%. Et assurance et autres institutionnels, 9%. Donc on a la domination du private equity. C'est le point crucial qui différencie Partners Group de ses concurrents comme Blackstone ou KKR, qui sont souvent plus dépendants des institutionnels purs. Pourquoi c'est important? Parce que les clients privés sont moins volatiles et plus nombreux, les amis, et permettent souvent des marges légèrement supérieures. Et on va justement, les a vu les marges, on ira voir les marges de Blackstone.
Donc très très important là-dessus. Donc c'est encore un bon point pour Partners Group. Et on a un socle institutionnel de 62%. Bien que le segment privé soit la star, la majorité des actifs provient des fonds de pension et des fonds souverains. Ces clients apportent la stabilité pour notre petit dividende et les gros tickets, centaines de millions d'un coup, qui permettent de lever des fonds rapidement pour faire grossir les acquisitions. Donc on a vu un petit peu maintenant les clients de Partners Group et on va passer sur la section performance, la section qui est un peu cyclique. Essayez de comprendre pourquoi. Donc on a un mécanisme pour cette section performance, c'est le hurdle rate. Le concept c'est quoi? C'est que le plus important à comprendre, Partners Group ne touche pas un centime de performance dès le premier euro gagné. Il y a un seuil de déclenchement. Donc le hurdle rate, c'est un rendement minimum garanti au client, généralement 8% par an. Tant que le rendement du fonds n'atteint pas ces 8% annuels, 100% des profits vont au client. Partner Group ne touche rien en performance. Donc on a une cascade de distribution, donc on va faire un petit, comment dire, un petit jeu assez simple. On imagine SpaceX qui est comment dire, qui va rentrer en bourse. Partners Group a fait du private equity dessus pour ses clients. Donc on a Partners Group qui, pour l'entrée en bourse de SpaceX, vend ses parts. Donc on rend d'abord aux clients 100% de leur mise initiale. On verse ensuite aux clients le rendement prioritaire, les fameux 8% par an. Une fois que les clients sont servis, Partner Group rattrape son retard pour s'aligner sur le ratio de partage. Tout le profit restant au-delà est partagé. C'est 80% pour les clients et 20% pour Partners Group. Et pourquoi c'est volatile? Contrairement au loyer qui tombe tous les mois, la performance ne se matérialise que lors des exits, des sorties. Donc les sorties, c'est quoi? C'est via une IPO, une vente à un autre acteur. Et les conséquences, c'est que si les marchés boursiers sont mauvais, Partner Group retarde les ventes pour ne pas brader ses bijoux de famille. Résultat, les revenus de performance s'effondrent temporellement. Voilà pourquoi c'est cyclique. Il faut absolument qu'on soit sur des bonnes années si on a un marché un peu plus dur, un peu plus tendu, si on a moins d'IPO, et ben vous avez Partner Group qui ne performera pas énormément sur ce segment. Hop, on va justement regarder un petit peu les concurrents. Parce que quand on investit dans une boîte, on aime bien connaître un peu les concurrents. On a Blackstone, hein, le premier à gérer 1 billion de dollars d'actifs sous gestion. C'est quand même incroyable. On a KKR et Carlyle. Et on a justement Partner Group. Hein. On n'a que 150 milliards de dollars d'actifs. Mais on a surtout une très très belle croissance. On a fait x3 en 12 ans. Donc on est vraiment le petit acteur, mais qui monte très très fort. Et on se différencie, Partners Group se différencie de ces trois géants en étant moins américano-centré et plus focalisé sur le mid-market, entreprise de taille moyenne et la clientèle privée. Donc on voit un petit peu qui se différencie contrairement aux trois autres acteurs qui sont plus gros certes, mais qui sont surtout beaucoup plus américano-centrés. Il existe toujours des risques quand on investit, et moi j'ai trouvé intéressant de regarder les trois principaux risques avant d'aller regarder un petit peu le moat. Donc on a une chute des commissions de performance, donc ça on l'a vu, hein, si on a justement des petits problèmes de bourse ou de taux d'intérêt qui augmentent, on aura une chute des commissions de performance, le premier risque. On a un ralentissement des levées de fonds. Les investisseurs institutionnels peuvent devenir frileux et moins enclins à bloquer leurs capitaux dans des nouveaux fonds illiquides si les rendements historiques viennent à baisser, ou si l'argent coûte plus cher à emprunter. Mais on a vu que voilà, l'entreprise a traversé la crise comment dire, financière de 2008, on a eu le Covid, etc. Et on a un CHR en augmentation de plus de 18% par an, je crois, depuis 2006. Donc bon, on voit que même s'il y a des ralentissements, la boîte arrive quand même à fluctuer. Et on a des risques de valorisation des actifs non cotés. Contrairement à un marché public, les entreprises privées sont plus difficiles à évaluer. En cas de crise ou de récession, les valorisations comptables des actifs détenus par Partner Group peuvent subir des corrections soudaines ou manquer de transparence. Donc on l'a vu, hein, ça va être quand même une société qui va être cyclique dans les moments un petit peu de baisse en bourse. Ça peut un peu tanguer, mais on a quand même des revenus stables et récurrents. Notamment grâce à la gestion un petit peu des fonds de pension. Et comme d'hab, hein, quand j'analyse une boîte, je veux savoir s'il y a un moat ou pas, si on a un risque de disruption par rapport à ces petits concurrents. Donc on n'a pas d'avantage de coût pour Partners Group. Je fais toujours une petite note sur 25, hein, 5 points par chaque petit point de motte. On a des actifs intangibles, oui, sa marque historique, c'est son expertise unique, crée une confiance client qui constitue une barrière à l'entrée difficilement réplicable. Donc oui, 5 sur 5 pour des actifs intangibles. Est-ce qu'on a un effet de réseau? Oui, sa taille crée un cercle vertueux.
plus d'argent, plus d'actifs attirent les meilleures affaires et les plus gros partenaires, ce qui accélère encore plus la croissance. Donc 5 sur 5 ici, on a de coûts de changement, switching cost. Oui, les liquidités des actifs et les engagements à long terme, fonds fermés, mandats sur mesure, verrouillent les capitaux, rendant tout changement de gestionnaire trop complexe et risqué pour le client. Par contre, on n'a pas de réglementation de marché efficient, non. La réglementation s'impose à tous les acteurs de la même manière. Elle ne protège donc pas Partners Group contre une concurrence qui reste féroce et innovante. Donc on a quand même un moat, alors qu'on est quand même, entre guillemets, la plus petite entreprise des trois. On pourrait se voir peut-être disrupté sur certains points, mais on voit qu'on a quand même une note de 15 sur 25. Pour une boîte en plus à dividende, je trouve que c'est assez sympa d'avoir un bon petit mode comme ça. C'est généralement, les plus gros modes sont sur les entreprises où on a énormément de croissance. Et maintenant, on va aborder un point un point intéressant, surtout quand on analyse une société pour son dividende, c'est qu'on veut comprendre une chose. Pourquoi cette foutue dette est en augmentation? Et elle est en augmentation de plus de 600 millions. Et on veut comprendre si dans les résultats de la boîte, ça va tendre un petit peu les résultats. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à vous rendre sur Bagger. Je ne connais pas le français qui a développé cette app Bagger, mais en tout cas, je lui fais de la pub gratuitement, hein. Je ne touche absolument rien. C'est le meilleur screener d'action français, enfin d'action tout court même, mais en tout cas français que je connaisse à ce jour. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je crois que c'est 150 € par an. Si vous faites du stock picking, il vous faut Bagger. C'est simple. Il y a 50 000 actions dessus. Donc vraiment, vous avez tout. Vous avez vraiment tout de A à Z. Mais bon, bref. Donc on a dit, moi, je veux comprendre est-ce que ma dette coûte cher en intérêt. Donc je vais voir, hop, donc compte de résultat. Et dans compte d'un résultat, vous avez des revenus d'intérêt net et vous avez des intérêts perçus. Et le revenu d'intérêt net, c'est ce qui m'intéresse. Et on voit qu'on a on a 8 millions de revenus d'intérêt net. Donc en fait, on a des intérêts qu'on a donnés, qu'on a payés les intérêts de notre dette. Et en fait, on a de l'argent qui est placé, Partners Group place une partie de son argent dans justement ses actifs, fait fructifier cet argent et on voit qu'en fait, on n'a pas d'intérêt à payer pour notre dette. Les intérêts sont totalement payés par les revenus d'intérêt de la trésorerie qui sont placés chez Partners Group. On a des intérêts à payer, mais c'est complètement payé par le revenu d'intérêt net. Donc ça, là-dessus, on n'a aucun problème de dette pour Partners Group. Par contre, maintenant, on ira voir un petit peu Blackstone plus tard. On va prendre par exemple, alors je la prends souvent en exemple, mais pour des mauvaises raisons en plus, parce que c'est vrai que la boîte moi m'intéresse pas du tout, mais on va aller voir justement Pernod Ricard. On va aller voir que, hop, vite fait, c'est une boîte qui pourrait nous intéresser en termes de dividendes, hein. 5,6. Le quantitatif est enfin, ouais, pas déconnant, c'est pas impressionnant non plus, mais bon. Ça a le mérite d'exister, hein. C'est surtout des revenus stables, on va dire, récurrents aussi, mais on a une dette de 12 milliards. On a dette versus EBITDA de 3. Et on va voir un petit peu si ça pèse dans les résultats de Ricard, cette dette, par rapport à Partners Group, qui est quand même endetté aussi. Donc on voit qu'ils ont 455 millions d'intérêts à payer pour... hop, je vais y arriver, pour 2025. Ils n'ont pas d'intérêt perçu, alors qu'il y en avait avant. Ça veut dire que toute la trésorerie de la boîte a été soit dilapidée, soit a été investie quelque part, mais il n'y a aucune trésorerie qui crée des intérêts. Donc là, c'est très mauvais pour la boîte. Et revenu d'intérêt net, et ben, ils ont tout simplement 455 millions à donner. Là où avant, on avait quand même des intérêts perçus, donc il y avait une partie de cash qui était investie quelque part. Mais là, on peut voir que bah, c'est en diminution. Les intérêts perçus sont de zéro. Et on voit qu'on avait un revenu d'intérêt net de 391 millions. Et on voit que d'année en année, le poids de la dette augmente. On voit qu'on avait une dette qui était quand même à 500 millions de revenus d'intérêt net pour 2013 sur Ricard. Et là, on est repassé à 455 millions. Donc on voit que depuis, depuis même 2017, hein, on a une petite baisse. Et depuis 2020, on est en augmentation complète. Non, pardon, non, depuis 2022, je dis une bêtise, parce que 2021 et 2022, c'était en baisse. On voit qu'on a 35% d'augmentation des intérêts payés pour la dette en 2022, 42% en 2024 et 16% en 2025. Donc là, bonne chance à Ricard qui a quand même baissé un peu sa dette. Mais voilà pourquoi c'est intéressant et c'est très important de le faire avant d'investir, de comprendre pourquoi on a une dette qui monte et est-ce que c'est dangereux ou pas. Dans le cas de Partners Group, ce n'est pas dangereux, ça ne remettra pas en compte le dividende. Dette qui a été aussi augmentée en partie pour payer ce dividende, hein.
On voit qu'on a un dividende d'1 milliard et on a des free cash flow seulement de 800, un petit peu moins de 800. Donc ils ont emprunté de l'argent pour payer ce dividende-là. On a un gros payout ratio, mais vous voyez que dans les flux de trésorerie de la société, la dette n'est pas du tout grave, et ce n'est pas grave du tout. Au contraire, on a des taux d'intérêt positifs. Donc on n'a pas du tout de problème là-dessus. Maintenant, on va venir dans la conclusion de cette analyse. Hop, on va revenir ici. Donc moi, ma conclusion, c'est quoi? C'est que la société m'intéresse pour intégrer la partie dividende de mon portefeuille. On voit qu'en termes quantitatifs, qualitatifs et je comprends le business, on a un business récurrent qui est stable. Je pense pas du tout qu'il y a comment dire, de la disruption énorme. Je pense pas que les retraites vont s'effondrer. Je pense pas que le private equity va exploser d'un jour à l'autre. J'aimerais une exposition au franc suisse dans mon portefeuille et je trouve que Partners Group a de très beaux atouts en termes de business et de fondamentaux. Cela dit, comme d'habitude, je ne rentrerai pas à n'importe quel prix et je vais calculer mon prix en étant très conservateur. Pourquoi en étant très conservateur? Parce que je veux 12% par an de rendement sur mon portefeuille, je ne veux pas 1% de moins. Donc on va être conservateur et on va se protéger un petit peu. Donc moi, j'ai pris le chiffre d'affaires de 2024, hop, j'ai pris une croissance en CAGR de 7% et demi par an jusqu'en 2030. Et là, vous allez me dire, mais tu l'as pris comment cette croissance-là? J'ai regardé un petit peu ce qu'on prévisait, les prévisions pour le chiffre d'affaires. On est à 10% minimum en CAGR jusqu'à 2029. Mais moi, je m'en fous un petit peu des prévisions. J'ai regardé un petit peu les revenus. Hop, sur 10 ans en CAGR, on est à 14%. Sur 5 ans, on est à 5. Enfin, on est quasiment à 6. Sur 3 ans, ça a perdu un peu parce qu'on a eu une grosse année en 2021. Et sur un an, on est à 9% de croissance du chiffre d'affaires. Donc j'ai fait un peu une découpe. Je me suis dit que 7,5, c'était quand même très conservateur et ça me paraît pas déconnant du tout. Une marge nette de 52%. 52,5% même exactement. On voit que voilà, une légère baisse par rapport à 2024, mais ça me paraît pas déconnant à tenir non plus, pas impossible du tout. On a un nombre d'actions de 26 millions qui restera constant, il n'y a pas de rachat d'actions, pour un peu final de 21. Mon peu final, je le calcule aussi tout simplement en regardant une chose, c'est la médiane, et j'enlève quelques points. On a une médiane à 23 sur le PE, et j'enlève 2 points, donc 21 de multiple final. Ça me paraît pas déconnant non plus, donc conservateur. J'ai mon petit tableau que je mettrai à jour avec les résultats. On verra si je me suis trompé ou pas, d'ailleurs. On analysera les résultats de toutes les boîtes du portefeuille. Et mon prix juste est aux alentours de 973 francs suisses pour un rendement de 12% par an en moyenne sur 5 ans, sans rachat d'actions. Si jamais ils annoncent des rachats d'actions, jackpot. Mais je pense pas qu'ils puissent le faire. En vrai, ils donnent tout le pognon dans le dividende. Je pense que ça va être très compliqué. J'ai mis un petit historique du taux de change, moi. Euro, franc suisse sur les 15 dernières années, et c'est tout simplement pourquoi, les amis, je veux du franc suisse. Parce que vous avez l'euro qui se pète la gueule totale face au franc suisse. Le franc suisse, c'est un petit peu, entre guillemets, la valeur refuge hors des monnaies. On a un franc suisse c'est pas qui monte, hein, c'est que l'euro se casse la gueule tout simplement, et le dollar, c'est exactement pareil par rapport au franc suisse. Donc, en plus, je me protège d'autant plus que plus le franc suisse est fort, plus le franc suisse résiste, plus j'aurai une belle croissance, hein. Là où le dollar m'a un petit peu flingué le portefeuille, même si on fait du 12% par an, depuis 2 ans, depuis la création du portefeuille. Là où le dollar m'a un petit peu flingué mon rendement, le franc suisse justement agira comme un petit coussin pour calmer un petit peu les ardeurs du dollar qui baisse. Et voilà pourquoi je veux avoir du franc suisse. En plus, même si le dividende n'augmente pas, si l'euro baisse par rapport au franc suisse, mon dividende augmentera mécaniquement. Donc là, c'est très intéressant d'avoir ce genre de boîte en portefeuille. Hop, et je vais tout simplement, pourquoi aussi, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi je regarde mes bénéfices par action. Parce que vous voyez la courbe de prix de l'action, elle suit mécaniquement les bénéfices par action. Quand les bénéfices ont explosé, la société a explosé. Quand les bénéfices se sont un petit peu sont revenus à la normale, la courbe suit. Donc je veux, moi, calculer cette courbe. Donc on a dit 7%, 7,5% de croissance des bénéfices par action, un multiple PE final de 21, un rendement cible de 12%, j'inclus le dividende, j'enregistre, magnifique, 73 francs suisses pour un prix juste. On aurait actuellement un rendement de 13% par an et une marge de 6%. Et en vrai, la marge, pour moi, elle est quasiment même de 10% avec le franc suisse qui joue, hein. Donc, on est largement dans mon prix. Hop. Donc moi, je vais repasser à ma conclusion. Je vais acheter certainement au mois de mars
une action, une action parce que mon DCA c'est 1000 euros par mois, donc l'action va y passer. Mon DCA va y passer sur Partners Group, c'est une société qui m'intéresse fortement. Je pense que je l'ai démontré dans cette analyse. On a un business qui est stable, prédictible et surtout récurrent. C'est ce qu'on veut dans une société qui verse un très beau dividende comme Partners Group. Je voulais aussi du franc suisse. Il n'y a pas 50 millions d'actions suisses qui m'intéressaient, hein. Donc là, je suis très content. On peut le voir le prix, hein, le prix de Partners Group qui a pris une belle petite claque aujourd'hui quand je tourne la vidéo. 900 francs suisses, 910 francs suisses. Elle se paye aux alentours de. D'ailleurs, les prochains résultats sont le 10 mars, hein. Donc, est-ce que j'attends le résultat? Je pense pas en vrai. J'achète avant. Et j'ai de toute façon, j'ai de l'épargne, enfin j'ai 10% du portefeuille en cash. Si jamais je dois renforcer, on renforcera, hein. Si ça va vraiment chuter à la baisse, à voir les résultats, hein. Là, si c'est le tremblement de terre, non, peut-être pas, et encore, je ne sais pas, mais je pense pas qu'on ait un méga tremblement de terre, clairement. Donc voilà, je vais prendre l'action au mois de mars. Si j'ai un petit peu de chance, si elle ne remonte pas au-dessus de mon prix juste, il ne faudrait pas qu'elle commence à remonter aux alentours de 1000, hein. Moi, tant qu'elle reste à ce prix-là, ça serait incroyable, hein. Ça me ferait quasiment 14% par an. Encore une fois, c'est des prévisions, je peux me tromper, mais je pense être assez conservateur. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire, me dire en commentaire si vous aussi l'action vous intéresse, si vous allez passer à l'action sur Partners Group, si vous allez acheter une autre action, un dividende. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que j'analyse une action en particulier. C'était Logic Invest. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas aussi à aller voir, elle est là la caméra, allez voir ma petite performance pour le mois de février sur le portefeuille. Ciao!